toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'analyse régionale des contrats de ville engagement quartier 2030. Vous êtes en train de vous connecter petit à petit. Je vous invite à couper vos micros à votre arrivée dans la salle de réunion pour le confort de tous. Merci beaucoup. Je suis Laurence Liégeois, responsable du pôle cohésion à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Et pour animer ce webinaire aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 chargés de mission, Charlie Delorme, Vincent Terny et Christophe Rochard. Bonjour à tous les 3. Alors, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, en 2 mots, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, PQNA, c'est le centre de ressources sur le développement territorial et la politique de la ville. Nous sommes un GIP État-région qui œuvre depuis plus de 20 ans à l'accompagnement des territoires dans le déploiement de différentes politiques publiques et en particulier en direction des populations vulnérables, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Donc aujourd'hui, autour de ce sujet, donc on est ensemble pour traiter de ce sujet des contrats de ville 2024-2030. Autour de cette question centrale, que nous disent ces contrats des orientations de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine? Alors parmi vous, il y a beaucoup de professionnels de la politique de la ville, les services de l'État, les agents des collectivités et des EPCI. Qui copilotent les contrats, mais vous êtes aussi un certain nombre d'acteurs du droit commun concernés par le sujet des quartiers. Et puis, vous êtes aussi assez nombreux à être des acteurs de terrain, notamment associatifs, qui œuvrent dans les quartiers. On vous remercie à tous pour votre présence. On espère que ce temps sera utile à vos réflexions et à vos travaux aux différents niveaux auxquels vous œuvrez. Alors, on a souhaité vous proposer ce webinaire pour vous présenter et mettre en discussion une analyse que PQNA a conduite des 26 contrats de ville que compte la région Nouvelle-Aquitaine, puisque, comme vous le savez, l'année 2024 a été celle du lancement de cette nouvelle phase de contractualisation. Et il nous semblait vraiment important d'aller regarder assez finement ce que ces documents nous racontent, des documents qui ont vocation à être une boussole pour l'action pendant les 6 prochaines années. Alors, ce webinaire se déroulera en plusieurs temps. D'abord, très rapidement, je vous expliquerai en quelques mots comment on a travaillé à cette analyse. Hein. C'est important d'avoir quelques petits repères méthodologiques. Ensuite, on vous présentera l'analyse en deux temps. Un premier temps autour d'un thème qu'on a appelé la fabrique des contrats, entre éléments de cadrage national et volonté locale. Et puis, il y aura une deuxième partie qui sera présentée par Charlie Delorme sur les priorités thématiques des territoires, donc une analyse thématique de ces contrats de ville. À ce stade-là, on prendra quelques petites minutes pour répondre à des questions de clarification sur la présentation. Donc, vous pourrez nous demander de préciser des choses ou de répondre à quelques questions de compréhension finalement de ce qu'on aura présenté. Et ensuite, pour pouvoir mettre en discussion ces éléments, on partira en sous-groupe parce que vous êtes assez nombreux aujourd'hui et donc pour engager une discussion avec vous, on se répartira en plusieurs groupes pour voilà, discuter de la manière dont vous réagissez à ce qu'on vous aura présenté et la manière dont vous voyez les choses sur vos territoires et à vos échelles d'intervention. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite par donc une partie un peu méthodologique. Ce qu'on a voulu faire avec cette analyse, c'est vraiment de porter un regard régional sur les orientations de la politique de la ville. Et on a voulu observer en particulier, d'une part, comment les acteurs se sont emparés des éléments de cadrage qui ont été proposés par l'État. Comment ensuite les contrats ont été fabriqués,
quel est leur contenu, à la fois au niveau des enjeux et des priorités d'action. Et puis enfin, on a cherché à mesurer le caractère stratégique et aussi opérationnel des contrats. Alors, cette analyse, elle a porté, donc je le disais, sur les 26 contrats de ville que compte la région Nouvelle-Aquitaine. Et ces contrats, il faut dire dans ce préambule-là que ils, euh, ils traduisent des réalités territoriales très variées. Alors, d'une part, d'abord dire peut-être que rappeler que ces contrats concernent donc 83 quartiers politiques de la ville, dont 2 quartiers nouveaux entrants dans la géographie prioritaire de 2024. Et donc des configurations territoriales extrêmement diverses. Il y a des grands et des petits territoires, et donc on a des gros et des petits contrats, si on peut s'exprimer ainsi. On a des contrats, voilà, le contrat de Bordeaux Métropole qui s'étend sur 23 QPV, et puis à l'inverse, on a 7 contrats de ville qui ne comportent qu'un seul QPV. Qu'un seul QPV. On a également différentes configurations à l'échelle communale. On a des contrats de ville où l'ensemble des QPV sont situés sur une seule commune et d'autres où ils sont répartis sur plusieurs communes. Donc en termes de, 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 de cadre, de gouvernance, on imagine bien que le travail qui a été réalisé est très différent. En termes d'importance, en termes de nombre d'habitants, on a aussi des réalités extrêmement diverses, avec 6 contrats de ville qui concernent des territoires sur lesquels le ou les QPV rassemblent moins de 2000 habitants ou autour de 2000 habitants et moins. Et puis, à côté de ça, on a des contrats de ville qui concernent des bassins de population beaucoup plus importants. Donc, tout ça pour dire que l'objet contrat de ville, c'est un objet qui est hétérogène en soi. Les calendriers d'élaboration aussi ont été très différents. Il y a des territoires qui sont partis dans l'élaboration des contrats de ville très tôt, dès la fin de l'année 2022, dès l'évaluation finale du précédent contrat terminé. Il y a quelques territoires qui sont partis, et puis il y en a d'autres qui ont démarré plus tard et qui ont terminé dans le courant de l'année 2024. Donc, ces calendriers d'élaboration, on les mentionne aussi parce que ça peut on peut apercevoir en fait dans les contrats aussi ce temps plus ou moins long de travail qui a été dédié à la construction du contrat. Alors, c'est important quand on parle de méthodologie de toujours pointer les biais et les limites de l'analyse. Alors, cette matière qu'on a analysée, elle est extrêmement hétérogène, hein, je le disais tout à l'heure, dans la forme des contrats et aussi dans le fond. Et donc, cette hétérogénéité, ça a été une difficulté pour nous, parce que ce sont quand même des documents importants, enfin, des documents conséquents, avec beaucoup de matière. Et je précise d'ailleurs que l'intégralité de cette analyse a été conduite grâce à une intelligence 100% humaine, hein. On n'a pas eu recours à l'intelligence artificielle pour ce travail. Donc c'est vrai que cette matière-là, c'était pas forcément évident de l'attraper et puis de l'analyser avec une grille opérante. On vous expliquera un petit peu plus tout à l'heure comment on s'y est pris. Le deuxième biais important à mentionner, c'est que les contrats ne reflètent que partiellement ce que font et ce que feront les territoires. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Parce que on sait, nous, que certains territoires agissent sur des domaines et on ne le retrouve pas forcément dans les contrats. Donc, il y a vraiment ce décalage-là qu'il faut garder à l'esprit. Et on n'a pas eu les moyens humains pour le faire, mais pour vraiment affiner l'analyse, il aurait fallu conduire des entretiens qualitatifs avec chaque copilote de chaque contrat pour venir préciser un certain nombre de choses.
Au moment de l'analyse qu'on a conduite entre mars et juillet 2024, il y avait des contrats qui étaient encore en cours de finalisation. Donc, c'est vrai qu'on a aussi un peu ce biais-là. Alors, ça ne concerne pas beaucoup de contrats, hein, un ou deux, mais on n'a pas pu avoir dans le temps imparti pour cette analyse de version complètement finalisée sur un ou deux contrats. Et puis, il y a le cas particulier du contrat de Bordeaux Métropole, qui est un contrat cadre, qui est ensuite décliné dans des conventions territoriales à l'échelle communale. Et donc, ces conventions territoriales sont encore en cours d'élaboration pour certaines. Et donc, on ne les a pas intégrées à l'analyse. Donc, c'est un biais quand même conséquent. Puisque, comme je le disais, le contrat de ville métropolitain, en termes de nombre de quartiers et de nombre de communes, est le contrat le plus important de la région Nouvelle-Aquitaine. Je précise pour terminer, c'est important que cette analyse qu'on a conduite n'est pas une analyse comparative, que ce soit entre les contrats ou entre les contrats 2024 d'un territoire et le contrat précédent. Ça aurait été intéressant de le faire, mais là encore, on n'avait pas les moyens humains pour mener ce travail-là qui aurait été beaucoup plus conséquent. C'est une analyse qui ne visait pas l'exhaustivité, qui ne peut pas être exhaustive hein, au vu de la masse de matière qui est contenue dans ces contrats, mais on entendait vraiment fournir des clés de compréhension, des clés de lecture de ce qui se joue à l'échelle régionale. Voilà pour cette partie un peu méthodo. Alors sur l'analyse thématique, pour compléter, cette analyse thématique qu'on a menée, elle visait à faire ressortir à la fois les thématiques qui étaient les plus traitées, les plus visibles et celles qui étaient les moins visibles. Et dans chacune de ces thématiques, on a identifié des sous-thématiques dont les territoires se saisissent plus ou moins. Et donc, on avait ce souhait d'éclairer un petit peu les éléments, les thématiques et sous-thématiques les plus saillantes. Et puis, on a souhaité aussi mettre en exergue le niveau de maturité ou d'expertise sur les différents sujets. C'est quelque chose qu'on a cherché à mesurer. Et du coup, on a cherché à observer le niveau d'opérationnalité sur les différentes thématiques, avec deux niveaux d'analyse. Un premier niveau où on a considéré, où on considérait que le contrat de ville posait les enjeux et affichait une intentionnalité d'action. C'est un premier niveau d'opérationnalité. Et puis un deuxième niveau où les enjeux étaient posés, il y avait une intentionnalité d'action et où on observait vraiment que les modalités d'action étaient précisées, explicitées, et on voyait bien que le territoire avait comment dire, travaillé sur le passage à l'action sur ces thématiques et sous-thématiques. Alors, on a construit une grille pour cette analyse thématique qu'on vous donne à voir ici très rapidement. Donc, ces thématiques qui sont sur la colonne de gauche se déclinent en sous-thématiques dans la colonne de droite. Cette grille d'analyse thématique, elle englobe, en tout cas, c'est ce qu'on a, c'est l'intention qui a été la nôtre. Elle englobe l'intégralité des sujets qui peuvent être traités, travaillés dans la politique de la ville. On reviendra tout à l'heure sur l'analyse thématique sur les limites qu'on peut pointer quand même sur cette grille thématique. Une fois les choses posées sur le plan méthodologique, je vous propose de passer à cette première partie qui concerne la fabrique des contrats. Comment est-ce que les contrats de ville ont été fabriqués? Alors, il y a des éléments de cadrage qui ont été proposés par l'État, dont quelques-uns qu'on a rappelés ici, qui étaient les plus à même de venir influencer la fabrication des contrats. Il y avait d'une part une incitation à bâtir des contrats de ville sur la base de projets de quartier. D'autre part, une possibilité nouvelle d'identifier des poches de pauvreté en dehors du zonage prioritaire avec des moyens financiers dédiés.
Il y avait également une incitation à prendre en compte et à soutenir une diversité de formes de participation citoyenne. Une attente à ce que les territoires investissent le sujet des transitions dans la politique de la ville, qui est un sujet relativement nouveau, en tout cas dans la politique de la ville. Et puis une attente aussi exprimée d'une meilleure articulation entre le contrat de ville et les autres cadres d'action sur les territoires. Donc nous, ce qu'on a cherché à regarder, c'est un petit peu comment les territoires se sont situés par rapport à ces différents éléments. Sur le premier point qui concerne les projets de quartier, ce qu'on peut dire, c'est que en Nouvelle-Aquitaine, il y a relativement peu de contrats de ville qui sont rentrés par cette approche des projets de quartier. Par contre, on a une vraie prise en compte des spécificités de chaque quartier, des enjeux saillants qui les différencient les uns des autres. Ce qui fait qu'on retrouve dans les contrats, dans quasiment tous les contrats de ville, des portraits de quartier. Mais il y a une minorité de territoires qui ont décliné ces portraits en projets de quartier, c'est-à-dire qui ont traduit cela en une stratégie et un plan d'action quartier par quartier. Donc l'approche par projet de quartier aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, elle est assez peu privilégiée par les territoires. Alors, ces projets de quartier, ils viennent réinterroger la question de la gouvernance de la politique de la ville parce qu'ils impliquent de construire des instances, une animation et un pilotage à l'échelle quartier aussi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a été de nature à freiner les territoires dans cette approche-là par projet de quartier. C'est en tout cas une hypothèse qu'on peut poser. Puis il y a quand même des territoires qui sont allés dans cette logique et on peut citer à titre d'exemple le Grand Châtellerault qui a lui pris le parti qui a 2 QPV sur son territoire, mais qui a divisé ces 2 QPV en 4 secteurs. Chaque secteur fait vraiment l'objet d'une stratégie, d'un diagnostic, d'une stratégie et d'action projetée avec des instances d'animation aussi qui sont déclinées à l'échelle quartier. Donc c'est assez intéressant à observer. On a voulu regarder aussi la dimension évaluative et comment elle était traitée dans les contrats de ville. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les 3 quarts des territoires prennent en compte de manière significative la dimension évaluative dans le contrat. Et on a une majorité de contrats qui ont identifié déjà des indicateurs qui sont des indicateurs de suivi associés aux actions ou aux orientations, voire même parfois à l'ensemble du contrat de vie. Mais il s'agit bien d'indicateurs de suivi et les contrats qui ont conçu un cadre évaluatif à proprement parler sont quand même assez peu nombreux. Et puis, il y a peu de références aussi aux questions de méthodes et d'outils sur lesquels les territoires se projettent pour mener l'évaluation. Et donc, nous, ça nous fait quand même nous dire que, enfin, ça nous fait nous rappeler que des indicateurs de suivi et des indicateurs d'évaluation, c'est pas tout à fait la même chose. Et que cibler des indicateurs de suivi des actions ne suffira pas pour conduire une véritable évaluation du contrat de ville. Et donc, parce qu'une évaluation du contrat de ville, ça doit venir réinterroger le sens de l'action et non pas seulement rendre compte de ce qu'on a réalisé ou pas. Et puis, on a noté aussi que les territoires évoquent très peu la question de l'évaluation de la mobilisation du droit commun ou d'autres sujets clés dans les questions évaluatives, comme par exemple les effets leviers apportés par les signataires, les impacts des programmes de renouvellement urbain ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est vrai que là, on a trouvé que il y avait quand même une absence de traitement de ces sujets-là dans l'approche de l'évaluation. Concernant les poches de pauvreté, je vais passer un peu plus rapidement. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les territoires se sont assez peu saisis de ce dispositif qui permet d'allouer, je le rappelle, 2,5% des crédits de la politique de la ville à des zones identifiées comme fragiles par les territoires. Ça représente malgré tout 33 poches de pauvreté en Nouvelle-Aquitaine qui ont été identifiées dans 8 contrats de ville.
Donc, ce serait intéressant à suivre pour voilà, voir comment des actions ont pu se déployer sur ces territoires-là. Il y a quand même voilà, quelques territoires qui se distinguent, hein, comme le Grand Périgueux ou le Grand Châtellerault, puisqu'ils ont véritablement élaboré des projets de quartier pour ces zones, au même titre que pour les QPV. On peut passer à la diapo suivante. La diapo suivante concerne la concertation citoyenne. Il y avait une demande, hein, de l'État qui était claire, à savoir que l'élaboration des contrats devait s'appuyer sur les éléments issus des concertations citoyennes menées pour la plupart des territoires en 2023. Presque tous les contrats rendent compte d'une manière ou d'une autre de ces concertations citoyennes qui ont été conduites en 2023. Et une majorité d'entre eux qui indiquent avoir tenu compte des besoins exprimés par les habitants pour construire leur contrat de ville, au moins partiellement. Bon, il est difficile pour nous d'objectiver ce qui a été effectivement pris en compte parce que la manière dont c'est exprimé dans les contrats ne nous permet pas de le faire. Voilà. Donc, bon, c'est un peu une des limites de notre analyse là-dessus. Voilà. Par contre, on a noté, et j'en profite pour faire un petit appel au réseau, on a noté qu'il y avait sur certains territoires des initiatives intéressantes de traduction du contrat de ville dans des formats destinés aux habitants et aux associations, aux conseils citoyens, ou de supports de communication qui visent voilà, à mettre en lumière ou à informer sur des choses qui vont se déployer et qui sont issues du contrat de ville. Nous, à PQNA, on trouve ça fort intéressant et on aimerait beaucoup documenter ces initiatives et les valoriser. Alors, si vous avez mené ces travaux-là sur vos territoires, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très intéressés pour regarder ça avec vous. Alors, la question des signataires des contrats de ville, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de changement majeur par rapport à la précédente génération de contrats dans les partenaires qui sont associés dans l'ensemble, hein. Dans l'ensemble, on a des engagements qui restent assez génériques, parfois même un peu flous, hein, il faut bien le dire. Euh, mais il y a quand même quelques contrats qui se distinguent et qui ont fait entrer de nouveaux signataires là, dans cette génération de contrats, ce qui témoigne vraiment d'une volonté là, de développer des nouveaux partenariats et de consolider des liens avec l'écosystème d'acteurs. Ce qu'on peut dire sur ces signataires, c'est que on est allé regarder plus précisément la question des entreprises. La mobilisation des entreprises reste assez compliquée, hein, on le sent bien. Il y a quand même 6 contrats de ville qui comportent des entreprises signataires, notamment les 4 contrats de ville du département de la Charente-Maritime. Donc, ce serait intéressant d'aller voir en termes de méthodologie s'il y a eu une particularité là, dans le travail sur ce département. Et puis, un exemple inspirant avec le contrat de ville de Limoges Métropole qui affiche 6 signataires issus du monde économique et qui sont mobilisés, ces signataires, autour de priorités assez concrètes, autour de l'insertion professionnelle, des jeunes, de la transition écologique ou encore de l'inclusion numérique. On a cherché finalement à mesurer si les contrats de ville étaient véritablement des contrats intégrateurs. Alors, dans l'esprit de la loi, le contrat de ville, qu'est-ce que ça veut dire un contrat de ville intégrateur? Eh bien, le contrat de ville est censé assurer une fonction d'ensemblier, garant de la mise en cohérence de toutes les interventions au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires. Et donc, cette notion de contrat intégrateur, elle recouvre les questions de mobilisation du droit commun et d'articulation avec le projet de territoire. Donc, on a voulu aller regarder un petit peu comment c'était abordé dans les contrats, cette notion-là. Ce qu'on peut dire, c'est que majoritairement, les contrats de ville mentionnent le projet de territoire.
et affiche une intention, en tout cas d'articulation, afin d'assurer le déploiement, notamment des actions de droit commun sur les quartiers. Il y a aussi des cadres d'action et des dispositifs territorialisés qui sont bien référencés dans les contrats de ville. Donc, voilà, les éléments sont présents, mais toutefois, c'est vrai qu'on a un peu de difficulté, nous, à mesurer, à percevoir le caractère opérant de ces liens et de ces articulations. On le voit, l'articulation sur le plan opérationnel, c'est-à-dire qu'au niveau des actions, on voit bien la mobilisation des cadres et des dispositifs, comment ça s'opère. Mais au niveau stratégique ou au niveau des instances de la gouvernance, par exemple, du contrat de ville ou des instances de gouvernance d'une manière générale sur le territoire, on perçoit moins voilà, le caractère opérant de l'articulation avec le contrat de vie. Et puis, on a noté quand même quelque chose qui a été de nature à nous surprendre un petit peu, l'absence, la quasi-absence de référence ou d'articulation avec le pacte des solidarités. Et sur ce sujet des contrats de ville intégrateurs, on voulait vous montrer un exemple qu'on a trouvé très intéressant d'un travail qui a été fait sur le territoire de Rochefort-Océan, qui a cartographié, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui a schématisé ces articulations entre le contrat de ville et l'ensemble des cadres d'action sur le territoire et du projet de territoire. Donc, on a trouvé que ce travail-là était très intéressant, peut-être une bonne pratique sur laquelle on pourrait capitaliser aussi pour inspirer d'autres territoires, parce qu'on se dit que peut-être ce type de travaux est l'occasion aussi de mobiliser l'écosystème et de consolider les partenariats. Voilà, merci. Alors, un dernier aspect, du coup, sur la question de la gouvernance. Globalement, on est dans une stabilité, hein, il y a une grande continuité dans les schémas de gouvernance. On n'a pas observé de territoire qui avait pris une direction extrêmement innovante ou différente de ce qu'on avait pu observer sur la génération de contrats précédents. On reste sur une comitologie relativement similaire, avec quelques spécificités locales, mais on est quand même dans de la continuité. Le Conseil citoyen reste l'instance quasi unique de participation citoyenne qui est prise en compte dans les contrats, avec des volontés affichées ici ou là d'encourager le développement d'autres formes de participation, mais on sent bien que ça reste quand même au stade de l'idée ou de l'intention, et que concrètement, on n'a pas le sentiment, en tout cas à la lecture des contrats de ville, que les territoires soient très avancés dans ce type de démarche. Et puis à noter une expérience inspirante aussi dans le département du Lot-et-Garonne, qui se distingue avec l'existence d'une instance départementale de pilotage des 3 contrats de ville du département, qui est une instance voilà, interinstitutionnelle, interacteur. Là encore, ça peut être pour nous une bonne pratique potentiellement notamment pour parvenir à mobiliser des acteurs de droit commun qu'on a plus de difficultés à mobiliser à une échelle plus locale. Voilà pour ma partie. J'ai beaucoup parlé et je vais maintenant passer le micro à Charlie Delorme qui va aborder le sujet des priorités thématiques dans les contrats. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Laurence. Donc du coup, moi je vais revenir sur les thématiques qu'on a pu analyser à la lecture des contrats de ville. Tout d'abord, le fait que la structuration par pilier dans les contrats de ville ait disparu, ça a amené les territoires à concevoir leurs documents de contrat de ville par enjeu et par priorité, en travaillant sur une diversité de thématiques. Et donc, le contenu thématique de ces contrats a été très hétérogène à analyser, comme a pu le rappeler Laurence.
Pour réaliser cette analyse régionale, on a fait le choix donc de répartir les sujets qui sont abordés dans les contrats en 13 grandes thématiques. On vous remet le tableau parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets euh, dans ces contrats de ville. Ces thématiques regroupent des sous-thématiques. On en a relevé 45 au total. Et donc, on a rattaché ces sous-thématiques aux 13 thématiques en fonction des objectifs qu'elles poursuivent. Grâce à cette analyse, on a pu identifier l'occurrence des thématiques et des sous-thématiques dans les contrats de ville et leur niveau d'opérationnalité. Donc, pour rappel, on a regardé deux éléments principaux dans les contrats, à la fois leur visibilité et leur opérationnalité. Et donc, on a structuré notre grille d'analyse de la façon suivante. Tout d'abord, le niveau inconnu, en regardant si la thématique ou la thématique était abordée dans le contrat de ville ou si elle n'était même pas mentionnée. Ensuite, un niveau, un niveau 1 qui révèle en fait la visibilité de la thématique ou de la sous-thématique. C'est-à-dire que si cette thématique est visible, ça veut dire qu'elle est abordée, que les enjeux sont identifiés sur cette thématique et qu'on peut déceler une volonté d'action. Mais pour autant, à ce niveau de visibilité, on considère que la thématique euh, ne précise pas, enfin, le contrat de ville ne précise pas comment va être mis en œuvre l'action à l'intérieur de cette thématique. Le niveau 2, c'est le niveau qui révèle l'opérationnalité de la thématique ou de la sous-thématique. Elle est, une thématique est opérationnelle si elle est abordée dans le contrat, si les enjeux sont identifiés et si il y a une volonté d'action qui est présente dans le contrat de ville. Et enfin, si les modalités d'action sur cette thématique sont explicitées à l'intérieur du contrat de ville. Et donc, pour être parfaitement clair sur les graphiques qu'on va vous présenter juste après, euh, on entend par thématique ou sous-thématique visible les thématiques sur lesquelles les territoires ont identifié des enjeux dans leur contrat de ville et ont affiché une volonté d'agir. Et on entend par opérationnel une thématique dans laquelle on a une volonté d'action et des modalités d'action qui sont explicitées. Dans cette présentation, on va pas avoir le temps de revenir sur les 45 sous-thématiques. C'est pourquoi on a choisi de vous donner un aperçu des éléments phares de quelques grandes thématiques et sous-thématiques, en s'attardant sur certaines d'entre elles, notamment celles qui apparaissent comme les plus visibles ou au contraire celles que l'on retrouve un peu moins à la lecture des contrats. Donc tout d'abord, on peut commencer par les thématiques les plus visibles dans ces contrats de ville. On constate en effet que, à la lecture des contrats, que certaines thématiques sont davantage présentes que d'autres, ce qui peut refléter une volonté particulière des territoires d'agir sur certains enjeux et certains sujets plutôt que d'autres. On a relevé les 7 thématiques qui sont les plus visibles et les plus opérationnelles, donc soit celles qui sont affichées dans plus de 60% des contrats. Et donc, dans ce premier graphique, on vous présente donc ces 7 thématiques et à la fois leur visibilité dans la colonne orangée marronnée et leur opérationnalité dans la colonne rouge-orangée. On a essayé de revenir sur ce qui pouvait expliquer la visibilité de ces 7 thématiques et on vous propose plusieurs facteurs explicatifs. Tout d'abord, le premier qui peut expliquer cette forte visibilité, c'est le fait qu'on a des thématiques qui sont visibles, qui étaient visibles et présentes déjà dans la précédente contractualisation. Et donc, leur visibilité marque une certaine continuité d'engagement au fil du temps par les territoires. On pense notamment à la thématique de l'emploi et du développement économique, qui est une thématique ancienne et aussi une priorité nationale qui a été renouvelée pour 2024-2030, ce qui peut expliquer sa forte présence, puisqu'elle elle est visible, c'est une thématique visible dans 85% des contrats. Sur ce premier facteur explicatif, on retrouve aussi les thématiques du lien social, de l'éducation et du cadre et renouvellement urbain, qui sont des thématiques qui avaient été déjà bien investies dans la précédente génération de contrats et qui sont des sujets phares de la politique de la ville qui conservent leur importance à la lecture des contrats de ville 2024-2030.
Ensuite, on a des thématiques qui sont très visibles parce qu'elles font l'objet d'une priorité affichée par l'État. Donc, comme je le disais, c'est le cas de l'emploi et du développement économique. C'est aussi le cas de la thématique des transitions, qui regroupe à la fois le sujet de la transition écologique, de la rénovation énergétique et de l'alimentation, agriculture. Et donc, c'est une thématique qui est émergente et une thématique prioritaire, euh, qui a été affichée par l'État. Et en réponse à la lecture des contrats de ville sur la thématique des transitions, on constate qu'il s'agit aussi d'une priorité d'action qui a été formulée dans les stratégies locales des territoires. Ensuite, on a aussi d'autres thématiques qui sont fortement visibles parce qu'elles sont émergentes et jusque-là, elles ne faisaient pas l'objet d'une importance particulière dans les contrats de ville. Donc, on pense au sujet des transitions, mais aussi au sujet de la santé qui a pris une place importante dans cette nouvelle contractualisation. On peut essayer de rattacher cela au fait que qu'il y a une nécessité de réponse après la crise de la Covid-19 et les lourdes conséquences de cette crise sur la vie des habitants. Et donc, on peut expliquer comme ça que cette thématique est assez visible. On a aussi le sujet de l'inclusion numérique. On constate que les acteurs des contrats de ville se sont davantage saisis de ce sujet par rapport aux années précédentes et qu'ils en ont fait pour la plupart un enjeu clé du contrat de ville. Après, cette émergence du sujet de l'inclusion numérique est à nuancer parce que c'est tout de même un sujet qui se rattache fortement, tel qu'il a été conçu dans les contrats de ville, à la mise en œuvre du sujet de l'accès aux droits des habitants et du lien social. Et donc, c'est pas un sujet si émergent que ça, dans la mesure où les acteurs se sont appuyés sur des logiques de médiation numérique déjà existantes. Ces 7 thématiques qui apparaissent comme les plus visibles, ce sont également celles qui apparaissent comme les plus opérationnelles, même si l'ordre tend à changer entre elles, entre les 7 thématiques. C'est pas forcément le même ordre, en fait, qui sont les plus opérationnelles que les plus visibles, mais pour autant, c'est les 7 mêmes qui sont à la fois les plus visibles et les plus opérationnelles. La thématique de l'emploi et du développement économique, elle affiche le meilleur niveau d'opérationnalité tel qu'on le perçoit à la lecture des contrats, puisque un peu moins des 2 tiers des contrats prévoient des modalités d'action sur cette thématique. Ensuite, les territoires ont particulièrement travaillé la thématique des transitions en affichant clairement les actions à mettre en œuvre, si on regarde dans le tableau, il s'agit de la deuxième thématique après l'emploi qui l'a mieux travaillé dans son opérationnalité, davantage encore que la santé ou le lien social, qui pour autant, en termes de visibilité, apparaissent plus visibles que le sujet des transitions. À l'inverse, on peut aussi observer que certaines thématiques sont un peu moins présentes dans les contrats de ville par rapport à d'autres. Et là aussi, il existe des facteurs explicatifs à cette moindre visibilité, en nuançant aussi cette moindre visibilité en disant que c'est tout de même des thématiques qui apparaissent dans les contrats de ville. Et donc, tout d'abord, certaines de ces 5 thématiques, du coup, regroupent une variété de sujets à l'intérieur de ces catégories qu'on a formulées. Et donc, le cumul de ces sujets à l'intérieur d'une même thématique tend parfois à cacher les disparités de traitement par les territoires. On a par exemple le sujet de la mobilité qui a été conçu comme une catégorie assez large qui regroupe différents éléments, notamment des éléments d'infrastructure, mais aussi d'offres de services, aussi de mobilité active. On a également la thématique famille, enfance et jeunesse dans les quartiers, qui est une large catégorie qui regroupe plusieurs sujets. Il regroupe le sujet de la parentalité, de la monoparentalité, de l'enfance, de la jeunesse. Et donc, ces sujets n'ont pas la même visibilité dans les contrats. Par exemple, dans cette thématique, on retrouve des sujets très visibles tels que la parentalité et d'autres plus invisibles tels que les actions en faveur des jeunes de 12 à 16 ans ou encore des actions en faveur de la monoparentalité. Pour finir, la lutte contre les discriminations, c'est la thématique qui apparaît comme la moins visible à la lecture des contrats de ville. Elle est rendue visible dans moins de la moitié des contrats. Et puis, donc, toujours pour passer sur cette comparaison entre visibilité et opérationnalité de ces 5 thématiques, cette fois-ci les moins visibles, on
on constate que, globalement, la lutte contre les discriminations, c'est aussi celle qui est la moins opérationnelle. Euh, mais après, par exemple, le sujet de la mobilité, de la sécurité, tranquillité publique et, et du vieillissement, c'est quand même trois thématiques qui sont abordées qui sont rendues visibles dans environ la moitié des contrats. Pour expliquer cette moindre visibilité des thématiques, de ces cinq thématiques, on a aussi relevé que certaines de ces thématiques faisaient un peu moins l'objet d'un traitement particulièrement prioritaire par les territoires. On pense à la mobilité, qui est une thématique de droit commun sur laquelle la plupart des territoires mènent des projets et des actions, peut-être parfois en dehors des contrats de ville, ce qui peut aussi expliquer en partie que l'accent n'a pas été mis sur ce sujet dans le cadre des contrats de ville. Sur la même idée, on a donc le sujet de la sécurité et de la tranquillité publique qui n'a pas l'air de figurer parmi les thématiques prioritaires, bien qu'il s'agisse d'un sujet crucial aux yeux des habitants des quartiers politiques de la ville et sur lequel ils ressentent un réel besoin d'action de la part des acteurs publics. Et donc là aussi, on peut être tenté d'expliquer cette moindre visibilité par le fait que cette thématique relève d'actions du droit commun. Et donc, il a pu être plus difficile pour les territoires de les travailler au sein du contrat de ville. Et comme le disait Laurence ultérieurement, ça vient aussi réinterroger l'articulation entre le cadre de la politique de la ville et les cadres et dispositifs de droit commun. Donc pour finir sur ces cinq thématiques les moins visibles, on en a une qui est moins visible, mais particulièrement émergente et qui a pris de l'ampleur par rapport à la précédente contractualisation. C'est le sujet du vieillissement de la population, qui est certes une thématique qui figure parmi les moins visibles, mais c'est à nuancer parce que elle est bien plus travaillée que précédemment et elle a gagné en visibilité dans le cadre de ces nouveaux contrats. Et pour tenter de dépasser ce biais d'analyse par thématique qui parfois vient occulter la visibilité ou bien l'invisibilité de certaines sous-thématiques qui sont rattachées à nos grandes thématiques, on souhaitait vous présenter rapidement quelques sous-thématiques clés. Donc, vous retrouverez l'ensemble de l'analyse par sous-thématique dans la synthèse écrite qu'on rendra disponible. Mais en attendant, voilà, on voulait revenir sur certaines de ces sous-thématiques. Là, vous avez un tableau juste pour vous fournir une petite illustration de ces sous-thématiques, à la fois des cinq thématiques qui sont les moins opérationnelles, sous-thématiques qui sont les moins opérationnelles, et les cinq sous-thématiques qui sont les plus opérationnelles. Voilà, je vais passer à la suite. Donc, il y a une première sous-thématique sur laquelle on souhaitait revenir, c'est la sous-thématique de la relation aux entreprises à travers l'offre et le recrutement, puisque c'est la première sous-thématique la plus opérationnelle au sein des contrats de ville. Tous les contrats de ville ont identifié des enjeux sur cette thématique et ont affiché une volonté d'agir sur celle-ci. Et les trois quarts des contrats de ville qu'on a analysés proposent des actions opérationnelles sur ce volet. Et donc, par exemple, en matière d'actions qui sont présentées par les territoires, on retrouve le fait d'effectuer un travail auprès des entreprises pour les encourager à accueillir des jeunes ou le fait d'organiser des visites en entreprise. Ensuite, on a la promotion et la promotion et la prévention de la santé, qui est le premier sujet le plus travaillé par les territoires dans les contrats de ville, à égalité avec le premier sujet que je viens de vous présenter sur la relation aux entreprises. Le sujet de la promotion et de la prévention en santé, c'est également le sujet qui est le plus travaillé par les territoires en matière de santé. On a 85% des contrats de ville qui ont présenté des actions opérationnelles sur ce sujet-là. Et en matière d'actions phares, dans ce volet, on retrouve des actions qui portent sur le développement d'actions de sport santé, sur l'alimentation et des actions sur le dépistage et la vaccination. Ensuite, on a la sous-thématique sur la santé mentale qui a particulièrement bien été investie par les territoires. La moitié d'entre eux ont prévu des actions en la matière et les territoires ont ciblé particulièrement deux publics sur cette sous-thématique. Ce sont les jeunes et les adolescents.
Enfin, la dernière sous-thématique qu'on voulait vous présenter, c'est celle de la transition écologique, qui correspond à l'un des sujets qui est le plus mentionné et qui recense le plus d'actions concrètes présentées par les territoires dans leur contrat. Et les actions phares de ce volet, c'est par exemple donc la végétalisation des espaces publics, notamment en pied d'immeuble, la sensibilisation aux éco-gestes et à la biodiversité, et la gestion des déchets et biodéchets. À côté de cela, on a aussi des sujets qui apparaissent comme des angles morts dans les contrats de ville, c'est-à-dire qu'ils sont très peu traités, voire très peu mentionnés, alors même que ce sont des sujets qui soulèvent des enjeux importants. Donc on a le sujet de la précarité alimentaire qui est très peu traité. On a aussi la lutte contre les discriminations qui est relativement invisibilisée. Ensuite, enfin, les ambitions qui sont affichées en matière de transition restent modestes au regard des enjeux. Et l'ampleur des actions qui sont à réaliser et des objectifs à atteindre sur le sujet qui nécessitent d'embarquer toutes les différentes thématiques euh, n'est pas vraiment retranscrit tel qu'il a été présenté dans les contrats de ville. Or, le changement climatique nécessite de vraiment agir sur tous ces sujets pour, euh, pour pouvoir justement lutter contre les inégalités territoriales qui se renforcent et les mécanismes de ségrégation sociale. On observe aussi que la politique enfant-jeunesse est très travaillée, mais la tranche d'âge des adolescents, elle, est beaucoup moins investie au profit de celle sur la petite enfance et des 16-25 ans. Et donc, ça interroge au regard des problématiques de décrochage scolaire, de prévention de la délinquance et d'égalité filles-garçons. Et enfin, aucune action spécifique et relative à la monoparentalité n'est rendue visible dans les contrats de ville. Et donc, on peut s'interroger sur le soutien des territoires via la politique de la ville, en tout cas, en faveur des familles monoparentales qui sont pourtant identifiées par les acteurs comme un enjeu clé dans les territoires. Oui, pour conclure rapidement sur cette analyse thématique, bon, vous imaginez bien que c'était pas évident de vous donner à voir les éléments les plus saillants parce qu'il y a beaucoup de choses. Deux limites à notre analyse, qu'il faut rappeler, enfin qu'il faut dire, c'est important. La première, c'est qu'on aurait pu catégoriser différemment les thématiques et les sous-thématiques parce que les thèmes se croisent et si on avait catégorisé différemment, eh bien, ça aurait fait varier les résultats. Donc, il faut pas s'attacher aux chiffres ou à la précision dans l'ordonnancement des thématiques. C'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui ressort dans l'ensemble. Et pour nous, cette analyse, elle sert surtout à soulever des points de questionnement. Euh, L'autre limite, c'est que, et j'en parlais un peu différemment dans l'introduction, c'est que il y a certains sujets qui n'apparaissent, qui apparaissent moins, mais pour autant, c'est pas parce qu'ils sont pas traités, c'est parce qu'ils se déploient dans d'autres cadres que le contrat de ville, parfois dans des dispositifs spécifiques. Par exemple, les cités éducatives, c'est un bon exemple de ça. Il y a des territoires où le sujet de l'éducation dans le contrat de ville n'est pas très travaillé, mais parce que, en fait, ces territoires-là, parfois, ont pu considérer que la cité éducative, c'était le volet éducation, finalement, du contrat. Et donc, ça donne une vision un peu tronquée de la réalité de l'action. Pour autant, ça vient quand même réinterroger ce que je disais tout à l'heure sur la notion de contrat de ville intégrateur. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on passe pas à côté dans ces cas-là de la vocation eh bien euh, englobante, j'ai perdu le mot que je voulais utiliser, du contrat de ville qui est quand même l'outil qui doit permettre de fixer un cap commun, une ambition commune, une stratégie commune, qui ensuite peut se déployer dans différents dispositifs. Mais quand même, dans la logique, on devrait tendre vers ce modèle-là. Et c'est vrai que parfois, on s'aperçoit que dans la réalité, parfois, c'est travaillé différemment sur certains territoires.
Alors bon, bah, ce qui ressort aussi, hein, pour conclure, c'est qu'il y a des thématiques historiques de la politique de la ville qui sont toujours au premier plan des priorités des territoires. Donc c'est pas très surprenant, les enjeux sont toujours présents, parfois même ils se sont renforcés. Donc c'est normal qu'on retrouve cette permanence dans l'action. Et puis, il y a des sujets un peu nouveaux sur lesquels parfois on sent que les territoires sont pas encore très matures pour aller agir concrètement à un niveau plus opérationnel. Alors parfois, certains de ces sujets émergents correspondent à des priorités nationales, on l'a dit. Parfois, c'est des sujets qui ont l'air nouveaux, mais qui en fait le sont pas vraiment parce que en fait, ce sont des nouvelles manières d'aborder des sujets qui en réalité sont anciens. C'est ce qu'on observe sur l'inclusion numérique, par exemple. L'inclusion numérique, c'est un, une approche qui est un peu nouvelle, mais qui en réalité vient travailler sur des sujets plus anciens, la question de l'accès aux droits notamment. Et donc, bah, pour finir, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que nous, voilà, on a porté ce regard un peu analytique sur les contrats de ville. Maintenant, il faut les mettre en œuvre jusqu'en 2030 et cette mise en œuvre, eh bien, elle appelle à la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes au service des habitants. Et donc, nous, on sera tout à fait curieux et mobilisés auprès de vous pour suivre et vous accompagner dans le déploiement de ces beaux projets que vous avez à l'échelle de vos territoires. Alors, on avait simplement deux questions à vous poser finalement dans ce temps d'échange. Une première qui est finalement une question de réaction un peu à chaud. Comment est-ce que vous réagissez aux éléments qu'on vous a présentés? Selon l'échelle à laquelle vous êtes, est-ce que ça fait écho avec votre perception finalement à l'échelle de vos territoires ou pas? Et s'il y a des écarts, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire sur quoi? Et puis une deuxième question qu'on traitera après, selon vous, sur quels éléments on aurait besoin, vous auriez besoin, mais on collectivement peut-être aussi, on aurait besoin de se renforcer pour travailler de manière plus efficace au service des habitants et sur quoi est-ce que vous aimeriez travailler concrètement dans les mois et les années à venir pour être plus efficace dans la réponse apportée aux habitants. Alors peut-être on peut commencer par la première question de réaction à ces éléments. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous retrouvez des choses que vous observez sur les territoires? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui vous ont beaucoup étonné? On vous laisse réagir. Moi, je veux bien commencer. Euh, Déjà, merci pour le travail et la présentation et dire que en fait, ce qu'il y a d'intéressant de mon point de vue, donc Éric Chausson, je suis directeur adjoint de l'action territoriale au pôle formation emploi du Conseil régional. Et donc la direction dans laquelle je suis a un ensemble d'équipes dont quelques collègues sont présents ce matin et qui sont basés dans les territoires pour déployer la politique régionale de formation et d'emploi. Et il se trouve que on travaille plus ou moins de manière approfondie avec les acteurs de la politique de la ville, mais en tout cas, les habitants des quartiers politiques de la ville font partie des cibles en fait de public sur lesquels on doit agir en matière de formation et d'emploi. Et le travail qui a été mené nous permet d'avoir une vue d'ensemble qui est quand même appréciable parce que ça permet d'avoir quand même une analyse synthétique qui permet de rentrer dans cet univers de la politique de la ville. Et la deuxième chose, c'est pour aller de manière plus approfondie sur la thématique de l'emploi et du développement économique. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure des sous-thématiques, parce que moi, je serais intéressé pour qu'on puisse approfondir un petit peu cette sous-thématique à l'échelle des 26 contrats de ville, de manière à ce qu'avec nos collègues aussi politiques de la ville, de la région et après dans les territoires,
qu'on puisse approfondir ce qu'on fait déjà, mais ce qu'on pourrait aussi mettre en œuvre pour la formation et l'emploi dans ces territoires-là, en lien avec la politique régionale et les dispositifs qui sont déployés. D'autant qu'on a une politique régionale et une stratégie régionale de formation professionnelle qui s'inscrit dans la durée, puisqu'on est sur une période 2024-2028 et que les dispositifs sont aussi pluriannuels. Donc on peut ancrer un partenariat dans les territoires pour les habitants autour de ces questions d'information sur la formation, d'accès et de parcours de formation et d'insertion dans l'emploi. Voilà pour une première réaction. Mm. Ah oui, bah du coup, on pourra avoir un temps d'échange peut-être avec ton équipe si tu le souhaites Ouais. autour d'éléments plus précis. Ouais. Alors, il y avait Raphaël, je crois, Franco à Bergerac, hein, qui souhaitait prendre la parole. Et puis ensuite, je vois pas tout le monde, mais Monsieur Didier, je crois. Raphaël, on t'écoute. Oui, merci. Je fais vite dans mes remarques. Merci pour ce travail. Moi, j'ai été très intéressé par notamment la première partie sur l'aspect général, hein, la comparaison générale entre les contrats. L'analyse par thématique, bon, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a des regroupements de thématiques, de sous-thématiques, etc. J'ai quand même été extrêmement surpris par 15% d'opérationnalité sur la monoparentalité, alors qu'on sait très bien que c'est une caractéristique inhérente au QPV. Et sinon, je pense que ce qui pourrait nous intéresser, nous, sur un territoire comme Bergerac, ce qui pourrait intéresser nos élus, ça va être des comparaisons peut-être un peu plus ciblées à l'échelle. C'est-à-dire, voilà, on ne verrait pas forcément beaucoup d'intérêt à se comparer avec le contrat de ville de Bordeaux Métropole, mais peut-être sur des territoires similaires. J'ai vu Rochefort, je pense, je ne sais pas, moi, à Marmande, à Périgueux, à Saintes, voilà, à des territoires peut-être qui nous ressemblent un peu plus en termes de caractéristiques. Ouais. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un angle qu'on n'a pas. Bon, on pouvait pas démultiplier les angles d'analyse parce que sinon on y aurait passé 3 ans. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'essayer de faire des classes de contrats par profil de territoire pour aller regarder s'il y avait des similitudes, enfin, où étaient les similitudes et où étaient les spécificités entre territoires similaires. C'est vrai que ça pourrait être aussi une clé de lecture, mais ça, on pourrait imaginer, tu vois, Raphaël, si vous êtes plusieurs territoires un peu de votre taille, entre guillemets, à être intéressés par ce travail, on pourrait imaginer un atelier un peu ad hoc d'échanges autour d'éléments voilà, de cette nature-là, quoi. Pourquoi pas, hein. Il faudrait définir un peu quel est le besoin, à quoi ça répondrait comme besoin, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Ouais. Eh bien, avant de laisser la parole, ben, je suis à disposition, moi, pour travailler sur ce sujet avec grand plaisir. Merci encore. Merci à toi. Monsieur Didier. Oui, bonjour, ville de Périgueux, Jean-Jacques Didier. Je suis en poste depuis peu, en fait, sur la politique de la ville depuis 2 ans et demi. Merci pour cette présentation. Je suis surpris, malgré tout, un peu comme Raphaël, des taux au niveau des familles, notamment monoparentalité, puis finalement de la question opérationnelle concernant l'éducation, qui avait un pourcentage relativement bas finalement. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il serait pertinent d'appuyer, bien que là, il s'agit de constat. Et puis, vous avez évoqué aussi dans la présentation la question de la jeunesse qui a du mal à, entre guillemets, décoller. Et c'est vrai que c'est assez. Moi, ça me questionne beaucoup, là, cette histoire de jeunesse depuis toujours. Finalement, on n'a jamais été vraiment bon sur ces questions-là. Et ce que je constate au bout de 2 ans et demi, c'est qu'on est beaucoup finalement sur ce que j'appelle, je vais peut-être me faire, ça va peut-être pas vous plaire, mais je veux dire, à certains peut-être, je sais pas, je vais mettre les pieds dans le plat en tous les cas. Je trouve qu'il y a beaucoup de saupoudrage et pas assez de choses plus appuyées, notamment sur la jeunesse. En fait, il n'y a toujours pas de moyens, à mon goût, il n'y a pas assez de moyens sur la partie jeunesse.
Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment là qu'il faut qu'on appuie, que ce soit dans les quartiers prioritaires ou dans d'autres domaines. Voilà, c'était ces remarques-là que je voulais livrer. Oui, alors par rapport à l'éducation, je pense que là, on est dans le cas de ce qu'on disait sur les biais de l'analyse, parce que la question de l'éducation dans la politique de la ville, elle est extrêmement prégnante et tous les territoires, on le sait, sont très investis sur ce sujet et font beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on est là dans un biais d'analyse, c'est-à-dire que ça ressort un peu de manière moins présente dans les contrats que dans la réalité, je pense. Mais c'est à vous de le dire, hein, d'ailleurs. Hein, mais moi, je le lis un peu comme ça. Et puis, ce que je disais sur les cités éducatives, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les territoires sur lesquels il y a une cité éducative, la politique éducative s'est fait un peu aspirer par la cité, qui est un dispositif, mais qui est un dispositif avec des moyens financiers très importants et du coup, qui a eu tendance sur certains territoires à aspirer un peu beaucoup d'actions finalement. Et donc, parfois, on peut sentir un peu les acteurs du contrat de ville qui, c'est pas qu'ils se désinvestissent des actions, mais finalement, ils considèrent que les besoins sont travaillés, sont couverts, au moins en partie, dans le cadre de la cité. Donc ça peut exister, pas sur tous les territoires, mais ça peut exister ici ou là. Et donc, il ne faut pas le sous-estimer aussi dans l'analyse. Merci Jean-Jacques Didier pour cette réaction. Alors, il y avait monsieur... Pardon, Charlie, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste rajouter sur l'éducation, enfin, pour le dire autrement aussi, c'est on a relevé deux grandes sous-thématiques, c'est la réussite éducative et la lutte contre les décrochages scolaires. Et la réussite éducative est très visible et beaucoup plus opérationnelle que le sujet de la lutte contre le décrochage scolaire, ce qui vient en fait ramener la thématique éducation moins visible parce que l'effet lutte contre le décrochage scolaire vient faire baisser cette thématique. Oui, il y a aussi effectivement ça. Merci Charlie. Eddy, déterminé, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Je sais pas, on m'entend, c'est bon. Oui. Donc, du coup, moi, je voulais rebondir sur ce que. Alors, je me permets le tutoiement facile, si ça dérange, dites-moi. Mais Eric, en l'occurrence, je rebondis sur le propos quant à la communication. Et à mon sens, un vrai déficit à la fois de communication au sens de l'information donnée sur les différents territoires, donc les différents quartiers. Je précise que donc, je suis coordinateur en Nouvelle-Aquitaine pour les déterminés, mais j'habite aussi en QPV, plus particulièrement au sein du quartier des Aubiers. Et c'est vrai que ça fait maintenant 25 ans que je suis à Bordeaux, que bon, nécessairement, hein, je suis tributaire de cette politique et de ce qui en découle, mais il y a nécessairement une vraie difficulté quand on est habitant à comprendre ce qui se fait, à identifier ce qui se fait. Cette difficulté, elle est tout autant présente au niveau des acteurs sur le terrain parce que il y a une multiplicité de dispositifs, preuve en est du propos qui a été tenu concernant la cité éducative et quelque part une sorte de confrontation qui se fait et quand on est du coup nous face à cette situation, on ne sait plus vers qui forcément aller, donc ça rend un peu compliqué la démarche et un déficit, je dirais, de communication à un autre niveau qui, à mon sens, c'est la multiplicité des services, des interlocutrices, des interlocuteurs. On finit par plus forcément savoir vers qui aller, vers qui transmettre l'information. L'approche aussi des territoires est rendue compliquée. Je prends pour ma part l'exemple de la démarche engagée sur le terrain qui vise à aller au-devant des habitants, mais aussi des structures sur les territoires et tout autant des institutions. Et on se rend très vite compte que les services politiques de la ville, c'est un peu en fonction du souhait de chacun de s'ouvrir ou pas, etc. Parfois, on se dit, bon, est-ce que j'ai vraiment ma place là-dedans? Est-ce que je discute avec la bonne personne? C'est vraiment assez difficile. Et je pense que tout à l'heure, ce qui a été abordé sur cette idée, si j'ai bien compris, un peu de carte, ce projet qui a été mené là sur un territoire et qui permettait d'avoir une vision globale, quelque part, au fond d'un écosystème, parce que maintenant, j'ai envie de dire, tous ces dispositifs forment un écosystème, ce serait vraiment un plus parce que c'est vrai que je suis convaincu que des possibilités, des projets, des actions, il y en a beaucoup. Mais ça manque du coup d'une certaine cohésion en termes de communication. Et donc, du coup, ça rend compliqué à la fois d'un côté pour les habitants
d'obtenir cette info, toutes les infos, et tout autant pour les acteurs de transmettre les bonnes infos. Oui. Merci. Oui, ben merci pour ce témoignage. C'est sûr que c'est un constat qui est régulièrement fait, hein, qu'on entend régulièrement, et c'est un peu le défi de beaucoup de politiques publiques d'ailleurs, hein. C'est une problématique plus large que celle de la politique de la ville, mais merci pour cette réaction. Guillaume, à la ville de Bordeaux, bonjour. Oui, bonjour, ça fait une séquence bordelot-bordelaise avec Eddy, même si Eddy travaille bien plus largement que les QPV de Bordeaux. Moi, je suis Guillaume Saint-Genès, je suis directeur de la DSU à la mairie de Bordeaux. Alors, je me joins aux autres collègues, merci pour le travail, c'est toujours... Enfin, on a conscience que c'est un gros travail et c'était intéressant, merci. Après, la question de la taille du territoire, je rejoins un peu, enfin en tout cas, dans un autre spectre en tout cas, mais nous, Bordeaux, on serait intéressé aussi pour avoir des comparaisons à une échelle plus large que l'échelle Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on n'a pas trop d'équivalent, donc voilà, mais c'est des choses dont on a pu aussi discuter. Et puis, ça pose la question aussi des conventions territoriales. Enfin, je sais que nous, sur le contrat de Ouais. ville métropolitain, chaque ville fait sa convention territoriale. On est tous en train de la finir ou on l'a finalisée. Enfin, en tout cas, c'est... Et donc, il y a une autre échelle, et cette échelle-là amène en plus un degré supplémentaire, alors qui rajoute au millefeuille et qui rajoute à la complexité de tout ce qu'on fait tous, mais qui en tout cas est l'occasion aussi d'affirmer ou de réaffirmer des choses. Et dans les thématiques, par exemple, pour faire le lien avec les thématiques, il y a des choses qui sont affirmées différemment d'une convention à une autre. Même si on est tous dans le contrat de ville métropolitain sur Bordeaux, ben voilà, la convention territoriale de Bègles ou de Senon et de Lormont, ben c'est pas la même que celle de Bordeaux, et ainsi de suite. Et ben voilà, enfin, nous on est en train de finir la rédaction de cette convention, et par exemple les discriminations, c'est quelque chose sur lesquels on a été plus précis, parce qu'à force de dire que c'est transversal, que c'est un trait commun historique de la politique de la ville, ben comme vous disiez, enfin, ne pas l'écrire, c'est l'invisibiliser aussi. Donc, et pareil sur les jeunes, sur la monoparentalité, et plus particulièrement dans la monoparentalité, se redire, même si on le sait tous, que c'est essentiellement des femmes isolées. C'est des choses comme ça sur lesquelles, en tout cas, on essaye de trouver une bonne formulation et trouver des choses. Et voilà, pour faire court. Il y aurait plein Oui. d'autres choses à dire, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une analyse sur la... Est-ce que vous... Enfin, voilà. Quel regard vous portez sur les conventions territoriales? Bah, pour l'instant, aucune, parce qu'on les a pas reçues. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde. Je l'ai indiqué, mais je crois que vous êtes arrivé un petit peu après. Et du coup, en introduction, j'avais précisé que c'était un des biais importants du travail, qu'on n'avait pas pu prendre en compte ces conventions parce que c'était pas finalisé au moment où on a conduit l'analyse. Mais clairement, il y a des choses qui se jouent, qui vont amener une lecture un peu différente là dans les conventions territoriales, parce que ce qu'on a pu voir là, on en a reçu une ou deux déjà, et ce qui se dessine, j'ai l'impression, c'est qu'il va y avoir justement une approche par projet de quartier beaucoup plus affirmée dans ces conventions territoriales-là que dans les contrats de ville, ce qui est normal, hein, et du coup, ça va être intéressant d'aller voir un peu plus dans la finesse, en effet, les priorités thématiques et comment ça peut apporter des nuances par rapport à l'analyse régionale. Ouais. Ouais. Et dernier point que je m'étais noté, pardon, tant que j'ai encore un petit peu la parole, c'était la question. Enfin, cité éducative, c'est un dispositif de la politique de la ville. Donc, quand on parle cité éducative, on ne parle que de la politique de la ville. Enfin, moi, je Tout à fait. le Mais raconterai pas tout à fait. c'est hors contrat de ville. C'est pour ça que parfois, Bah, nous, enfin voilà, bah, on se rend compte typiquement que ça marche en parallèle, quoi. bah, nous, en tout cas, typiquement dans notre convention territoriale, et c'est comme ça qu'on le voit avec la préfecture, c'est comme ça qu'on le gère avec notre délégué du préfet, c'est un outil du contrat de ville. Donc Oui. pour nous, c'est plutôt une logique de poupée russe, c'est pas à côté, c'est du Bob Oui. 147 pour l'État aussi. Oui. C'est pas. Je sais que ça. Enfin, on a C'est la pas pareil chance. partout. Voilà, je sais, mais Ouais. ça serait intéressant vous Oui. avez cette vision-là, ça serait intéressant qu'on voit
l'articulation et les montages, mais en tout cas, voilà, il y a différentes façons de voir. Et je sais bien que c'est affiché même nationalement, on voit contrat de ville, cité éducative. Et ça fait le lien avec la question que je voulais vous poser aussi. Donc, c'est, en tout cas, comment dire, il y a eu une multiplication d'approches thématiques et d'outils et de dispositifs. Et donc, c'est vrai qu'on perd au fil de l'eau, pour quelques vieux briscards comme moi, cette idée de contrat de ville englobant. Mais par contre, on est de plus en plus sectorisé, ou en tout cas, il y a une multiplication d'appels à projets en plus, de dispositifs en plus, même si c'est des crédits politiques de la ville, d'où la complexité que relève Eddy et qui est malheureusement un classique de la politique de la ville. Mais il y a vraiment des choses comme ça. Est-ce que vous avez une vision là-dessus, en fait, de qu'est-ce qui était traité au global avant en politique de la ville et qui aujourd'hui est traité par 2, 3, 4, 5, 10, peut-être 15 appels à projets différents? Bah non, on n'a pas cette vision parce que en fait, on s'est rendu compte que les territoires travaillent leur contrat de ville et puis ils travaillent leurs appels à projets à côté. Et par exemple, alors c'est pareil, hein, ça décrit pas, ça concerne pas tout le monde, mais il y a des contrats de ville où il y a des pans entiers de l'action qui n'apparaissent pas dans le contrat parce qu'ils sont abordés par le biais d'un appel à projet spécifique. Et du coup, la lecture qu'on peut faire du contrat de ville est complètement biaisée et ça donne pas à voir en fait l'intégralité de la stratégie du territoire. Donc ça, c'est des éléments qui nous empêchent de porter un regard. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de, Ok, de précautions en fait dans notre analyse parce qu'on sait qu'il y a il y a des éléments qui nous manquent en fait dans l'analyse. merci. Alors, il y a pas mal de réactions. Madame Sio, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Mélanie Sio, donc moi j'ai été éducatrice de rue pendant 19 ans sur le quartier des Aubiers à Bordeaux. Aujourd'hui, je participe à ce temps de réunion puisque je ne suis plus éducatrice et j'ai repris mes études, donc c'est en tant qu'étudiante à Sciences Po que je viens participer à cette réunion. Déjà, merci beaucoup. En effet, moi j'ai trouvé le travail extrêmement qualitatif et je veux dire aussi très transparent, notamment sur les carences qui pouvaient exister. J'ai trouvé que c'était très honnête. Alors déjà j'ai trouvé intéressant l'intervention sur la question de la formation. En effet, pour avoir accompagné des jeunes sur leur parcours d'insertion socio-professionnelle pendant un certain temps, 19 ans, ça m'a permis quand même de travailler avec de nombreuses générations. J'ai envie de dire, oui, il y a un fossé qui est extrêmement grand dans l'accès que les jeunes ont à la formation professionnelle. Et je pense qu'au niveau des QPV, il y aurait vraiment, il y a matière à innover vraiment sur cette question de la formation professionnelle en partant des diagnostics de terrain. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel parce que chaque quartier, même si on élabore un contrat de ville à l'échelle par exemple, d'une ville comme Bordeaux, je pense que chaque quartier a ses spécificités dans les ressources qui animent les territoires, dans le profil aussi de la jeunesse de ces territoires. Et je pense que c'est important de prendre en considération vraiment la spécificité et les ressources de chaque quartier pour élaborer des réponses adaptées. Ça, c'était par rapport à la formation professionnelle. Moi, je voulais soulever quand même la grande qualité du dispositif de la cité éducative sur Bordeaux-Nord, puisque j'ai eu la chance de travailler, de voir l'arrivée de la cité éducative et de voir aussi les impacts très positifs que ça a eu par rapport notamment à l'accompagnement des jeunes. Mais néanmoins, je partage l'écart qui a été, en tous les cas, le manquement, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais sur la question des 12-16 ans et la question de ces groupes d'adolescents qui ont migré aussi dans ce qu'on a pu connaître il y a 15-20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les 12-16 ans ne sont plus les mêmes jeunes qu'il y a 10 ans et ça nécessiterait, à mon avis, un diagnostic assez affiné, notamment avec l'impact que les réseaux sociaux, la violence aussi qui se développe au sein de ces groupes d'adolescents est en train. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de muter et moi, je suis assez préoccupée par rapport à cette tranche d'âge-là. Je pense qu'elle nécessite vraiment un regard extrêmement particulier. Voilà. Et dernier point, je suis désolée, c'était sur la question de la participation des habitants, j'ai envie de dire. Moi, j'ai pu la voir à l'œuvre
Voilà, donc j'ai quelques petits bémols par rapport à la participation des citoyens. C'est vrai que je pense que, comme le disait Eddy tout à l'heure, il y a un réel besoin à ce que les habitants comprennent, surtout. Moi, j'ai envie de dire, il y a un déficit de compréhension de ce qui se passe en termes de politique publique sur les territoires. C'est-à-dire que les habitants sont tenus au courant, peuvent participer, mais je pense pas je pense qu'à des moments, ils ne prennent pas la mesure par manque de compréhension des dispositifs, de ce qui est en train de se jouer sur leur territoire. Et à ce niveau-là, il y aurait vraiment, en termes de pédagogie d'accompagnement, des choses qui pourraient être développées pour qu'il y ait une meilleure appréhension, justement, par exemple, de la dimension du contrat de ville, quoi. Et Oui. derrière, ça optimiserait aussi la participation citoyenne. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et merci pour ces réactions. Et sur le dernier point, oui, on vous rejoint tout à fait. C'est pour ça qu'on a envie de documenter un peu les initiatives qu'il peut y avoir ici ou là pour rendre accessible et lisible le contrat de ville à l'ensemble des habitants, en fait. C'est un défi, en effet. Merci. Du coup, on est arrivé un peu au bout du temps. On n'a pas beaucoup traité la deuxième question, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, dans vos réactions, il y a eu pas mal de choses qui viennent alimenter finalement notre deuxième question aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes pour vos apports. On reste en lien avec vous, bien sûr. Charlie, je te passe la parole pour la clôture, le mot de clôture, le mot de fin. Oui, donc merci. Je vous remercie aussi pour votre participation et votre présence. Et juste avant de vous quitter, on voulait vous présenter nos trois rendez-vous prochains en matière de politique de la ville. Et on va vous mettre aussi les liens pour si vous voulez y assister. Donc tout d'abord, il y a le 11 mars prochain un café sur les programmes de réussite éducative et on va notamment travailler la question de la parentalité et l'accompagnement à la parentalité. Ça, c'est le 11 mars, le lien. Ensuite, on a un groupe de travail le 14 mars sur le sujet de la mobilisation des entreprises en faveur d'une meilleure inclusion. Et en visio. En visio, ouais. Oui, en visio. Et donc, je vous mets le lien aussi. Et le troisième événement, celui-ci en présentiel, c'est le 21 mars prochain à Bègles. On organise une rencontre régionale des acteurs locaux sur la participation citoyenne en quartier politique de la ville, ce qui vient notamment en réaction à ce qu'on a pu se dire là sur la participation citoyenne. Donc ça va être un temps pour une multiplicité d'acteurs, à la fois État, collectivités territoriales, conseils citoyens, associations d'habitants, pour pouvoir, et élus aussi, pour pouvoir discuter de ces questions-là et voilà, pendant cette journée-là. Je vous mets le lien aussi. Voilà. Et puis sur ce webinaire, on vous fera parvenir un questionnaire de satisfaction cet après-midi pour voilà, avoir votre retour sur la façon dont ça s'est passé et si vous avez aussi des retours à nous faire sur notre présentation, etc. Et finalement, on vous fera parvenir une restitution de ce webinaire avec un replay et aussi, bien sûr, la note de synthèse qu'on a produite. Merci Charlie. Merci beaucoup à tout le monde et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.